Installez-vous, messieurs, dames, installez-vous, installez-vous. Alors, vous avez entendu le débat précédemment avec mon collègue. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle de sujets majeurs, hein, que sont la diversification du mix énergétique, la décarbonation de l'industrie. Qu'est-ce que vos deux sociétés apportent sur ces deux sujets majeurs? Alors, Laurent. Moi déjà, je voudrais remercier les intervenants précédents. Ah, bon voilà. Parce que Holosolis, juste pour présenter un peu la société, donc c'est un projet de Gigafactory de 5 gigawatts de fabrication de panneaux solaires, fabriqués en Europe par des Européens. Et lorsqu'on a démarré le projet, on a étudié l'endroit où on allait installer l'usine. Et on a étudié 50 sites en Europe. Et on a choisi la France. Et pourquoi on a choisi la France? Alors pourquoi? Dites-moi tout. Pour la qualité de son électricité, la facilité à avoir le raccordement par rapport aux 80 mégawatts dont on va avoir besoin pour produire nos modules. Donc voilà, en introduction, je voulais dire un peu ça parce que j'ai trouvé que l'intervention précédente était extrêmement intéressante de son point de vue et sur la mise en avant de l'intérêt de la France à l'intérieur de l'Europe pour la réindustrialisation du futur. Après, sur la décarbonisation, merci, c'est la même chose. Je veux dire, le mix énergétique de la France aujourd'hui est extrêmement décarboné, comme ça a été expliqué précédemment. Et ça a été aussi pour nous un choix, puisque c'est un élément différenciateur par rapport aux autres producteurs. Oui, d'ailleurs, on est des champions dans ce domaine. Exactement. Voilà. Et on est presque avant-garde. Vous confirmez, Frédéric? Oui, alors moi, je suis d'accord, l'électricité est essentielle, l'électricité décarbonée est essentielle, mais aujourd'hui, 50% de la consommation d'énergie, c'est de la chaleur. Voilà. Donc il y a l'électricité décarbonée, qui est un pilier majeur, mais il y a aussi la chaleur, et la chaleur décarbonée. Et Arvern Group donc, est né en 2018 pour adresser ce sujet, pour produire et vendre de la chaleur renouvelable, décarbonée, aux industriels, aux collectivités. Donc c'est un sujet aussi important. Aujourd'hui, la chaleur, elle est majoritairement fossile. Donc on en revient au débat aussi qui a été abordé précédemment. Et alors qu'il y a un potentiel énorme de chaleur sous nos pieds, française, locale, en circuit court, et qui peut décarboner des process. Ce que vous dites, c'est qu'on ne l'utilise pas assez? Exactement. Aujourd'hui, toute la chaleur, donc je disais, elle est majoritairement fossile. C'est 1%. La chaleur qui est de la géothermie. Donc qu'est-ce que c'est la géothermie? Donc, je rappelle, la géothermie, c'est en fait d'aller chercher les calories naturelles de la Terre, de les remonter à la surface et de les utiliser pour chauffer des bâtiments, pour décarboner des process industriels, des réseaux de chaleur urbains ou d'autres bâtiments. Donc cette géothermie, elle existe, elle est sous nos pieds et on ne l'utilise pas encore assez. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas assez? Pourquoi on ne l'utilise pas encore assez? Parce qu'on ne la connaît pas. On la connaît très peu. Aujourd'hui, la géothermie, finalement, elle ne se voit pas. Donc, elle a beaucoup d'atouts, dont un atout qui est aussi un frein, puisqu'elle a très peu d'empreintes foncières et donc elle se voit très peu. Aujourd'hui, elle est peu connue en France, mais il y a un potentiel énorme qui peut aller jusqu'à 20 à 30% de la chaleur consommée. Ce qui représente, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 100 TWh, même plus de 100 TWh par an. C'est la consommation de gaz russe avant la crise ukrainienne. Que ce soit Holosolis ou que ce soit vous, Frédéric, est-ce que vous contribuez finalement directement à cette réindustrialisation dont on parle ici à Global Industries? Comment? Un exemple? Écoutez, ce qui nous lie, je dirais, même si on parle d'un côté de chaleur et de l'autre côté d'électricité, c'est la chaîne de valeur. On est dans deux domaines d'activité aujourd'hui où la chaîne de valeur est couverte à 100% par les pays européens. On n'a pas besoin d'importer de terres rares, de choses un peu exotiques. Qui font un peu l'actualité, je dirais, qui nous rendent dépendants. Et qui sont très convoités aussi, appelons un chat un chat. Exactement, mais du gaz aussi, par exemple. Le gaz, on a vu l'impact que ça a pu avoir au démarrage de la guerre en Ukraine. Oui. Ça a bouleversé l'économie européenne, plus fortement d'ailleurs l'économie allemande. Parce que le gouvernement français a géré extrêmement bien ce cas, et avec la production du nucléaire, il faut le reconnaître, a permis de gérer un prix de l'électricité acceptable. Mais aujourd'hui,
l'important pour nous, c'est la souveraineté, en fait, la souveraineté énergétique. Quand on parle de souveraineté dans l'actualité, on pense à l'armement, c'est très d'actualité, mais l'énergie, sans énergie... Depuis 2022, on parle beaucoup plus, depuis l'invasion de l'Ukraine, on parle beaucoup plus de souveraineté énergétique. Parce qu'évidemment, l'Europe y était confrontée, le monde entier, mais chacun avait une ligne de départ différente. Vous dites que la France a bien géré, d'autres beaucoup moins, mais tout dépendait de la dépendance en fait, de chacun. Donc on en parle beaucoup plus de cette souveraineté énergétique. Terminé, oui. Laurent ou Frédéric? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de souveraineté. On en parle beaucoup plus, vous avez raison. On se rend compte et on prend conscience, je pense, que les politiques françaises, la politique de la France d'ailleurs, en termes d'énergie, on a pris conscience aussi. Il faut sécuriser son approvisionnement, devenir indépendant énergétiquement et développer les énergies qui sont disponibles sur notre sol. Et au même moment, réindustrialiser cette France. C'est pour ça aussi qu'on est ici. Et c'est pour ça qu'on a cette thématique maintenant. Comment vous faites, vous? Alors, c'est là la clé, parce que ça, c'est des paroles. Eh ben, moi, je veux que du concret. Ouais. Alors, vous savez, vous êtes servi. Je vous écoute. Voilà, donc ça, on peut être plein de bonnes intentions. D'ailleurs, tous les industriels ici présents, c'est très agréable à écouter, sont vraiment pleins de bonnes intentions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, le nerf de la guerre, pour prendre encore un terme d'actualité, c'est l'argent. Et je pense que c'est un thème, je ne sais pas, c'est peut-être honteux, j'en sais rien, mais qu'on ne met pas assez en avant dans cette problématique. Aujourd'hui... Mais quel argent? Celui qu'on gagne, celui qu'on dépense, celui qu'on investit? L'ensemble, parce que celui qu'on investit, en fait... Qu'est-ce qui est plus urgent? Aujourd'hui, pour réindustrialiser, c'est l'argent qu'on va dépenser, c'est l'argent qu'on va investir dans ces gigafactories. Parce qu'il faut produire avant de vendre. Donc aujourd'hui, on a besoin de ça. Le domaine du photovoltaïque, aujourd'hui, il est, en tout cas dans les panneaux solaires, il est dominé à 97% par la Chine. Voilà, 97% par la Chine. Donc, si on veut réindustrialiser, il faut investir dans les gigafactories. Parce que la marge de manœuvre, elle est quand même très étroite. Alors, pour ça, on est aidé par les gouvernements, par l'Europe, avec le NZIA, qui a mis en place donc, le Net Zero Industry Act, qui nous permet d'avoir une part de marché de 40% sur cet ensemble de marché qui est servi aujourd'hui à quasiment 100% par la Chine. Donc, c'est pareil. Le NZIA, du coup, vous avez un potentiel de développement dessus? Voilà, on a un business. Ouais. Donc, on a un business. Il existe. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des investisseurs pour pouvoir construire notre usine. Voilà. Donc votre appel aujourd'hui, c'est aux investisseurs? Aujourd'hui, moi, mon appel, il est aux industriels. Messieurs, nous sommes votre futur fournisseur, futur client. Investissez, c'est votre business de demain. Frédéric, vous, votre exemple, l'aéroport de Roissy, notamment avec Safran. Exactement. Moi, je voulais citer deux exemples pour vous montrer que la géothermie, ça marche, et ça marche pour les industriels. Donc Arverne Group a contribué à passer l'aéroport de Roissy en géothermie récemment, il y a quelques mois. On a fait un chantier de 3 mois. Pour l'aéroport de Roissy, ça va couvrir 30% de ses besoins en chaleur et ça va économiser 20 000 tonnes de CO2 avec une facture stable qu'on maîtrise dans le temps. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Pareil, autre exemple, avec notre partenaire Dalkia, on vient de signer un contrat pour décarboner une usine de safran. Oui. En Seine-et-Marne. Ça aussi, des émissions de 75%. Donc c'est pour remplacer, la géothermie va remplacer le gaz sur une grosse usine qui abrite 6000 personnes. C'est 75% d'émissions évitées, donc décarbonation, et 75% de baisse de facture énergétique. Donc la géothermie, ça marche, ça fait baisser les émissions de CO2. Et ça rapporte, puisqu'on parle d'argent. C'est ça, ça rapporte. Comment vous parlez au patron ? À terme, pour les industriels, c'est un investissement de long terme qui fait gagner de l'argent en économisant, notamment sur sa facture énergétique. C'est comme ça que vous allez chercher les industriels quand vous parlez avec Safran, avec l'aéroport de Paris. Comment vous faites ? Bien sûr, on leur explique les atouts de la géothermie. Il y a une énergie qui est sous vos pieds, que vous pouvez utiliser. C'est un investissement de départ. Oui, c'est un investissement de départ. Néanmoins, à moyen terme, et aujourd'hui, l'horizon de temps pour regarder son énergie et sa facture énergétique, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 5 ans, 10 ans. Et bien, sur cet horizon de temps, la géothermie, c'est un véritable game changer pour décarboner un site industriel et pour maîtriser sa facture dans le temps et arrêter d'être dépendant à une énergie qu'on importe et qui est sans cesse volatile. Alors, je veux qu'on revienne sur les normes européennes, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça la préférence européenne ? Elle n'est pas forcément dans les textes, mais on a des normes, ce qui fait qu'on va avoir quand même une préférence quelque part, non ?
Alors, c'est une directive. Aujourd'hui, le NZIA, c'est ça, 40% à horizon 2030, des projets devront être faits avec des modules européens. Ouais. Au moins, on a une ligne. Les pays ont 18 mois, en fait, pour décliner leur réglementation. Et l'avantage qu'on a en France, c'est que nous, la réglementation, elle est naturellement résiliente, puisqu'on a toujours mis en avant une empreinte carbone basse. Voilà. Et aujourd'hui, le pays de production qui permet d'avoir l'empreinte carbone la plus basse au monde, c'est la France. C'est la France. Donc vous dites perspective française, perspective européenne. Votre mot de la fin à tous les deux. Frédéric, peut-être? Oui, le NZIA, c'est la volonté politique de favoriser les technologies net zéro, les technologies propres. Oui, cette volonté politique, elle existe. Maintenant, il faut la traduire dans les faits. Et donc, il y a beaucoup de bonne volonté. Le gouvernement français aussi a des plans nationaux, des PPE, etc. C'est super. Maintenant, dans les faits, concrètement, il faut agir, simplifier les procédures administratives, notamment, et on en a parlé dans le débat précédent, donc je ne vais pas y revenir, il y a de la bonne volonté, mais il faut que ça se traduise dans les faits. Et nous, on ne le voit pas encore aujourd'hui dans toutes les procédures administratives. Et après, il y a un sujet de compétences, mais ça a été aussi dit dans le débat précédent, de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il faut former voilà. les personnes. Voilà, la main-d'œuvre. Nous, dans la géothermie, il y a un manque aujourd'hui de personnes sur le terrain, de foreurs. Ça vient de l'oil and gas qui disparaît et on en est content. Néanmoins, il faut continuer à former des foreurs, des personnes sur site parce qu'on a besoin. C'est des jobs d'avenir, même du présent et d'avenir, et qui font du sens pour la transition énergétique. Donc on pense qu'il y a vraiment un effort de conviction et de formation des jeunes sur ces métiers. Et un terreau d'emploi. Merci à tous les deux. Je ne peux pas vous donner un autre mot de la fin. Il y a Philippe qui attend de prendre la parole. Merci, on peut les applaudir. Allez, merci. Laurent, Frédéric, merci. Et comme prévu, je laisse la place donc à Philippe qui va venir vous parler. Philippe Herbert, qui est président de la mission 5G. Merci. Philippe, ça va? Oui, très bien, merci. Signé par ici. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, alors, on m'a demandé d'intervenir. On va continuer à zoomer, puisqu'on a parlé des grands enjeux énergétiques, on a parlé d'options nouvelles dans l'énergie, et maintenant, on va encore un cran en dessous, comment on peut optimiser tout ça. Donc, dans la mission 5G industrielle que je préside depuis fin 2021, on allait... Le but majeur, c'est d'accélérer l'adoption de technologies de communication de données, la 5G. La 5G étant une norme qui a été définie dans le monde de la télécom pour les industriels et par les industriels. Et j'ai animé ce groupe de travail avec des industriels et notamment, par exemple, ArcelorMittal, qui a un travail dans la décarbonation et l'énergie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour pouvoir justement mener à bien toutes ces transformations énergétiques ou environnementales, on a besoin d'outils, on a besoin de données. Et quand on parle de données, là, on commence à toucher le niveau le plus fondamental, c'est-à-dire comment je vais pouvoir gérer, adapter, analyser, peut-être changer mes modes de fonctionnement dans mon processus. Et c'est là où intervient la 5G, mais pas que, puisque, comme vous n'êtes pas sans savoir, on a aussi d'autres technologies indispensables pour pouvoir adapter, gérer ou optimiser. C'est par exemple l'intelligence artificielle, par exemple un certain nombre d'éléments dans le cloud et dans la cybersécurité. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir sur le village 5G qui est là-bas. Mais pour revenir à l'exemple d'ArcelorMittal, aujourd'hui, dans cet engagement qu'ArcelorMittal a pris de décarboner, c'est-à-dire de passer ses hauts fourneaux du mode charbon au mode électrique, ou du mode gaz au mode électrique, il y a des éléments fondamentaux comme comment je peux gérer à la minute près, à la seconde près, à la milliseconde près, un certain nombre d'informations. Et ça, c'est rendu possible par la 5G. Comment je le fais aussi en apportant beaucoup d'intelligence dans mon process pour renouveler la façon dont je fais le process. Et de nouveau, c'est l'intelligence artificielle, mais les données qui sont données par les capteurs portés par le réseau sont très, très importants. Et ça, c'est un des exemples. Dans la mission, il y avait une vingtaine de plateformes d'expérimentation 5G. On a vu également, lié à l'énergie, tout ce qui tourne autour du smart metering ou des smart grids, au sens où, si vous voulez gérer au mieux
la consommation ou la façon dont vous utilisez les puissances dont on vient de parler, il faut les suivre à la milliseconde près, en tout cas en temps réel, et surtout pouvoir intervenir directement dessus. Donc, de nouveau, cette notion de réseau est très très importante, et c'est ce qu'on a vu dans les cas d'usage qui ont été développés. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, on a publié un catalogue de 58 cas d'usage qui sont déjà aujourd'hui démontrés, utilisés en France, et vous y retrouverez pas mal de liens avec justement l'utilisation des énergies dont on parle. Et je crois que c'est aussi un point d'entrée, parce que on peut parler, et on en parle souvent, des technologies, mais ce qui est plus intéressant dans le monde de l'industrie, c'est ce qu'on en fait et ce que ça donne. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous 2-3 éléments. Aujourd'hui, il y a une douzaine d'industriels qui sont en production en France avec la 5G, et on commence à voir les retours sur investissement. Et par exemple, si on prend Alcatel Submarine Network à Calais, on a des augmentations de capacité de productivité qui sont très significatives pour les industriels, de l'ordre de 10 à 15%. On a un retour sur investissement qui était prévu plutôt pour 3 ans, qui maintenant est avéré entre 1 et 2 ans. On a des retours aussi sur des problématiques qui ne pouvaient pas être gérées auparavant. Et tout ça, ça démontre tout ce qui se passe autour de ce réseau de communication de la 5G, et qui est important pour... Il faut s'en emparer pour pouvoir tirer parti de la transformation numérique dont tout le monde parle, mais qui aujourd'hui est un peu lente à se déployer. Et ça, c'est aussi un des éléments du travail de la mission 5G industrielle que j'anime. Et c'est pour ça que nous avons ici ce village. C'est pour ça qu'hier, on avait un summit 5G pour partager ce que les industriels du terrain ont déjà fait. Il y avait par exemple Hassen Larèche de SNCF qui va venir cet après-midi d'ailleurs pour en parler, qui était très clair sur les attentes, les retours sur investissement qu'ils ont obtenus à la SNCF. Il y avait également Airbus qui a un souci, vous le savez très bien, de montée en gamme très très forte. Et même chose pour eux, la 5G industrielle, c'est un des éléments moteurs pour pouvoir augmenter les cadences, pour pouvoir avoir une meilleure sécurité, et une meilleure fiabilité et une meilleure adaptabilité de leur outil de production. Je crois que c'est ça les vrais enjeux qui tournent autour de cette 5G industrielle, et non pas les enjeux uniquement de technologie. Donc à partir de là, ce qui est important aussi, c'est de voir comment est l'écosystème français. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir bien sûr un certain nombre d'opérateurs qui permettent de déployer, mais également des fournisseurs de solutions, que ce soit au niveau hardware ou logiciel, des intégrateurs qui sont aujourd'hui capables de vous aider et de vous accompagner dans un déploiement de la 5G qui est, je rappelle, c'est le système nerveux du système de production, du processus de production. Système nerveux au sens où vous pouvez aussi bien travailler au niveau de la machine, du robot, donc en OT, ce qu'on appelle l'OT, ou également la liaison avec toute la partie informatique d'IT et les communications que fournit le réseau 5G. Et ça, c'est important d'avoir compris ce lien entre ces différents univers, parce que c'est à partir de là que l'on peut réellement tirer parti de ces réseaux 5G. Alors, justement, pour essayer de continuer à expliquer, promouvoir, informer, partager les expériences, nous avons annoncé hier la formation d'une alliance qu'on appelle l'Alliance 5G Industrielle France, pour regrouper les utilisateurs industriels qui sont déjà dans un déploiement de 5G, mais aussi ceux qui s'y intéressent, des intégrateurs et des fournisseurs de solutions. Et cette association a pour but, un peu comme le font les Allemands avec le 5G ACIA, de vraiment partager au mieux, au plus ces informations. Donc je vous
voilà, je vous engage à regarder aussi bien sur mon réseau LinkedIn ou sur le réseau des CSF, Comité stratégique de filière infrastructure numérique, ou de l'Alliance Industrie du Futur, toutes ces annonces qui sont en train de se déployer. Après, il y a également d'autres points d'accès pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, au-delà de regarder aujourd'hui ou d'aller voir les gens du village. On a mis en place un certain nombre de campus Fab Lab 5G en France. Il y a notamment Excelcar à Rennes, ça tourne autour de l'automobile, le nom l'indique. On a le CETIM à Cluse, qui est plus dans le monde du décolletage de l'arbre, mais pas que. On a également Dunkerque, avec ArcelorMittal, le Fab Lab 5G, qui travaille avec les industriels locaux, et on a vu que l'engagement d'ArcelorMittal sur la partie décarbonation et autres, et c'est une façon aussi de voir ce qui s'y passe. On a également The Camp à Aix-en-Provence, et puis dans la région parisienne, le PSHA, Paris-Saclay Hardware Accelerator. Donc c'est aussi des points d'entrée pour vous, si ça vous intéresse, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, d'expérimenter, de s'informer, peut-être également de se former à ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'envisager le processus industriel, plus fluide, plus sécurisé, parce que aujourd'hui, on est souvent en Wi-Fi. La Wi-Fi, ce sont des faisceaux, c'est une sécurité un peu moindre. En tout cas, la partie 5G vous apporte un niveau supérieur de fiabilité de type opérateur, et puis l'adaptabilité surtout. Ce que l'on voit, c'est quand les industriels ont déployé les réseaux 5G, leur capacité justement de s'adapter aux demandes, aussi bien de la production que derrière dans la partie maintenance et suivi des produits. D'ailleurs, il y a un autre élément que je voudrais mentionner aujourd'hui qui peut être dans la réflexion du chemin de comment on va utiliser les nouvelles technologies. Le jumeau numérique est un élément très très fort dans lequel on va pouvoir reboucler en temps réel sur à la fois le process de construction d'un produit, mais aussi sur le produit lui-même. Enfin, tous ces éléments, je crois, sont des éléments de réflexion que je voulais mettre en perspective dans le cadre de la mission 5G industrielle, parce que au-delà des discussions sur l'énergie qui sont très très importantes, c'est comment au jour le jour on peut aussi optimiser, on peut aussi utiliser mieux ces énergies, et je crois que c'était important de le souligner aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.